Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. Au cœur du débat ce vendredi, quelle suite peut-on attendre du 14e comité des signataires? Clôture du litige électoral provincial, préparation de la sortie de l'accord de Nouméa, stratégie nickel. Comment les déclarations de bonnes intentions vont-elles être mises en œuvre et surtout, jusqu'à quand durera cet esprit d'apaisement? Pour en débattre, 3 invités. Philippe Michel, président de la province sud élu Calédonie Ensemble. Gérard Régnier, secrétaire général de l'Union calédonienne et Thierry Santa, président du Congrès, élu Les Républicains. Bien évidemment, je précise que nous avons sollicité le groupe Uni, 4e force présente à Paris, mais notre invitation est malheureusement restée sans suite. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, premier acquis, premier pilier du consensus tissé lors de cette 14e réunion de suivi de l'accord de Nouméa, la clôture du litige électoral provincial. Tous les électeurs citoyens qui figurent sur les fichiers avant 98 sont donc définitivement confortés dans leur droit de vote. Les autres, soit 1062 personnes, devront passer par les commissions administratives avec une probabilité plus ou moins plutôt forte, d'être radiées. Gérard Régnier, pourquoi l'UC, qui s'arc-boutait sur le chiffre de 3388 personnes, a finalement plié? Divergence interne ou alors négociation un petit peu plus large? On n'a toujours pas plié. Je crois que les conclusions de ce comité de signataires viennent renforcer le combat. Un combat qui date depuis 98. Donc c'est un combat qui aboutit là et qui vient dire que l'Union calédonienne a bien fait de se battre parce que il y a eu des fraudes sur les listes électorales. Elles existent, elles sont encore en place aujourd'hui. Alors c'est vrai que si vous relisez attentivement le relevé de conclusion, il y a une partie des gens où il y a eu un accord unanime pour lever l'anonymat de ces gens pour qu'ils repassent en commission administrative spéciale. L'Union calédonienne a demandé de lever aussi l'anonymat pour les autres catégories de personnes, les 2326. Donc pour nous... Vous ne l'avez pas obtenu? On ne l'a pas obtenu. Et vous avez signé, et vous avez dit on en reste là, on est d'accord, on tient cette parole-là? Non, ce qu'on a dit, c'est que nous ne porterons plus ce débat au comité des signataires. Politiquement, la démarche que nous avons engagée en boycottant le comité des signataires en 2014, c'est ce qui a permis de mener un comité des signataires exceptionnel, qui a permis de reconnaître qu'il y a eu des fraudes sur l'établissement de ces listes électorales. Ça y est, c'est clos, c'est fini. On n'ira pas plus loin sur ce niveau-là. Mais par contre, juridiquement, toute personne a la possibilité de pouvoir lever ses doutes. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Nous, on reste pour la légalité. On fait peut-être partie très fortement des gens qui sont très légalistes, mais c'est ce qu'on a voulu depuis le début. Depuis 98, c'est ce long combat qu'on a mené. Alors, nous avons encore des doutes sur les 2326. Nous avions fait une proposition concrète pour lever l'ensemble de ces doutes. Nous avons peut-être été entendus, mais pas écoutés. Donc, à partir de là, voilà, la situation, elle est celle-là. Nous sommes à 2 ans de 2018. Nous continuons à rester vigilants, à rester mobilisés. D'ailleurs, même sur les cas qui vont être proposés en commission administrative spéciale, nous allons être très vigilants. Thierry Santa, Philippe Michel, on entend en tout cas quand on écoute Gérard Régnier que certes politiquement ce n'est plus une revendication, mais en tout cas juridiquement il y a encore des électeurs d'aujourd'hui qui peuvent être amenés à justifier de leur légitimité. Thierry Santa. Alors, avant tout, moi je voudrais surtout rappeler que les 1062 personnes sur lesquelles le comité des signataires a décidé effectivement de lever l'anonymat, ce sont des personnes qui n'apparaissent pas dans les fichiers qui ont été étudiés par monsieur Sucramagna. Donc c'est une première précision. C'est-à-dire que ce sont ceux qui n'apparaissent pas du tout et ceux qui apparaissent après 98. Exactement, effectivement. Donc ceux qui apparaissent après 98 ou qui n'apparaissent pas du tout dans les fichiers. Donc c'est surprenant puisqu'ils sont quand même sur la liste électorale spéciale. C'est bien des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale spéciale. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne prouve pas de manière absolue leur inexistence en Nouvelle-Calédonie avant 1998. Donc l'intérêt de ce qui a été décidé, c'est effectivement de lever leur anonymat et que ces personnes puissent avoir la possibilité, qu'elles soient contactées par les commissions administratives spéciales et qu'elles aient la possibilité de prouver éventuellement leur présence avant 1998. Si ce n'est pas le cas, elles feront l'objet d'une radiation. C'est ce qui a été décidé par le comité des signataires. Donc ça veut dire que cet accord qui a été trouvé au comité des signataires est un accord politique avant tout et un engagement moral de la part des partenaires qui étaient présents à Paris
pour discuter de ce sujet. Et un engagement moral, et ça a été l'objet d'un échange important quand même, long, entre les partenaires, et qui a pour objectif de faire en sorte que les recours massifs que nous avons connus et qui étaient organisés par l'Union calédonienne, il faut le dire, moi j'ai compris qu'au moment de cet accord qui a été trouvé à Paris, l'Union calédonienne prenait l'engagement moral d'éviter à nouveau ces recours massifs. Ça ne veut pas dire, et là M. Régnier a parfaitement raison, ça n'empêche pas tout un chacun de faire les démarches qui sont les siennes. On ne remet pas en cause les droits de tout individu de contester quelque inscription que ce soit. Ça pourra toujours exister. Mais par contre, moi j'ai bien compris qu'il y avait bien cet engagement moral de la part des partenaires autour de la table à Paris pour maintenant considérer ce sujet comme politiquement clos. Vous confirmez rapidement, Gérard Régnier, pour l'Union calédonienne, la fin des recours massifs. Très rapidement, Philippe Michel. C'est ce que M. Santa a compris. Simplement, vous savez, quand on a en face de nous, j'allais dire, des injustices, et quand on essaye de faire appel justement à beaucoup plus de justice, à beaucoup plus de compréhension, on nous a demandé de nous engager sur un pacte de confiance. Mais à qui peut-on faire confiance ? À qui peut-on faire confiance ? Nous n'avions même pas eu à préciser notre pensée lors du comité des signataires que Madame la ministre disait « il y a une majorité qui a décidé ». Lorsqu'on ne s'était même pas prononcé sur le sujet. C'est vous dire à qui peut-on faire confiance. Donc là-dessus, chacun a pu entendre ce qu'il voulait, il n'y a pas de souci. Nous, sur le point qu'on s'est engagé, c'est qu'on a dit qu'on ne portera plus au comité des signataires cette problématique. Mais il n'empêche qu'elle existe. Pour nous, il y a toujours un doute. Et ce doute, soit il se lèvera, ou soit il ne se lèvera jamais, et on restera avec ce doute. Philippe Michel. Oui, je regrette un peu, même si c'est parfaitement son droit, que Gérard Régnier préfère centrer son discours et ses déclarations sur le doute, les mots de fraude, etc., et ne se concentre pas sur l'objet politique et l'avancée politique majeure de cette affaire. L'affaire du contentieux électoral, elle était extrêmement grave et lourde de conséquences parce qu'elle était susceptible d'avoir deux conséquences politiques majeures. La première, c'est que naturellement, tant que un des partenaires de l'accord mettait en doute la sincérité des listes électorales, il pouvait mettre en doute la sincérité de tous les scrutins effectués en application de cette liste électorale, ce qui signifie très clairement qu'il se réservait la possibilité politiquement de contester par avance le résultat des élections provinciales. Et puis la deuxième conséquence politique majeure, c'était naturellement que tant qu'on n'était pas capable collectivement de régler ce litige électoral, politiquement, on ne voit pas comment on pouvait ouvrir des discussions constructives sur l'évolution politique et institutionnelle de l'accord de Nouméa post-consultation référendaire. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que en juin dernier, à ce fameux comité des signataires exceptionnels qualifié d'historique, nous avons acté les uns et les autres sans la moindre ambiguïté un accord sur une méthode. La méthode, c'était, puisque vous avez des doutes sur la régularité des listes électorales, on va identifier toutes les personnes sur lesquelles vous avez des doutes et on va les passer à la moulinette avec un expert de confiance, des fichiers, CAFAT et autres, qui permettront de savoir si oui ou non ils étaient arrivés avant novembre 98, parce que tous les signataires de l'accord s'accordent formellement à reconnaître que lorsque l'accord a été signé, la date butoir pour le droit de vote, c'était bien novembre 98. Nous avons fait cette pesée électorale qui révèle que 1062 personnes soit n'apparaissent pas, soit apparaissent après, et donc sont susceptibles d'avoir à se justifier, c'est ça que ça veut dire très clairement, sur leur présence effective en Nouvelle-Calédonie depuis novembre 98. Et nous avons ensemble rédigé cette fameuse phrase « Les partis conviennent que le litige électoral est politiquement clos ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de là, on peut ouvrir une autre séquence politique, qui est celle des discussions sur l'après-accord de Nouméa,
en partant du principe qu'on ne contestera plus, c'est ce que Gérard Régnier, on ne fera plus de cette question un préalable ni à notre participation à un comité des signataires, ce qui avait été le cas en 2014. Et quand même, un comité des signataires boycotté par un des signataires, c'est quand même très problématique, tout le monde le comprend bien. Et on n'en fera plus non plus un préalable avant l'ouverture de discussions sur l'avenir. Et de fait, d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure, nous avons acté un certain nombre d'engagements sur ces discussions d'avenir avec des échéances précises. Voilà, donc j'insiste, même si je comprends parfaitement que l'UC n'est pas pleinement satisfait par rapport à ce qu'il demandait et se réserve la possibilité à titre individuel de contester l'inscription individuelle de tel ou tel électeur sur la liste spéciale, mais j'insiste beaucoup sur l'avancée politique majeure qui est induite par l'accord qui a été trouvé à Paris en février dernier. Alors c'est une avancée qui ne fait pas consensus parmi les forces politiques qui n'étaient pas au comité des signataires, et notamment à commencer par Philippe Blaise du MRC et Louis Cotreguel du Parti travailliste, que je vous propose d'écouter. Dans le camp indépendantiste, il y a des électrons libres qui se réservent la possibilité d'aller devant la justice. Et là, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui peut s'appliquer. Donc on n'est protégé de rien. Donc aujourd'hui, on a accepté de sacrifier 1 millier d'électeurs inscrits qui ont déjà voté aux élections provinciales, et en face, on a zéro garantie, un engagement moral qui n'engage que ceux qui le reçoivent. Personne n'a été mandaté pour parler en notre nom et pour prendre ce genre de conclusion. Reconnaître un litige électoral aujourd'hui, c'est reconnaître que dans le passé, toutes les contestations que nous avons apportées, elles étaient fondées. Ça a permis de valider des personnes sur les listes sur lesquelles ces personnes-là n'auraient jamais dû figurer. Donc on a des noms d'ailleurs de personnes qui sont arrivées après 98 et qui ont été validées. Et ça, c'est inacceptable. Donc pour nous, le dossier n'est pas du tout clos. Et nous, on continuera à porter devant l'ONU nos contestations. Alors on l'entend, on va dire que ce sont des formations qui ne sont pas représentées parce qu'elles restent minoritaires sur l'échiquier politique. Ce sont malgré tout, en l'occurrence, 2 élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Comment avancer avec toujours ces contestations d'un côté et de l'autre ? Gérard Régnier. Non, parce qu'on voit aussi à l'UC, soyons francs, il n'y a pas consensus à l'UC sur ce qui a été signé au comité des signataires. La difficulté des choses, je veux dire, il faut le rendre politiquement vivable. C'est-à-dire que est-ce que on bloquait l'ensemble de la situation et on restait figé sur des positions ou sur des postures? Non, on a décidé d'aller de l'avant, on a décidé d'aller au-delà. Et d'ailleurs, on l'a toujours dit, nous, il faut que l'accord de Nouméa aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au référendum sur l'accession à la pleine souveraineté. Donc c'est là-dessus que nous sommes mobilisés. Alors, je rappelle de vieux dossiers qui ont connu aussi à des moments donnés des non-engagements au comité des signataires, la collégialité au gouvernement. Un cheval de bataille pour lequel l'Union calédonienne s'est mobilisée par la voix de Gérald Courteau qui n'a cessé de faire des recours, qui aujourd'hui servent les gouvernements qui sont en place. On fait référence à ces décisions. Et on voit bien qu'à l'époque, un des comités des signataires avait botté en touche cette idée de collégialité et avait imposé la majorité sur la minorité. Aujourd'hui, les règles, elles sont adaptées. Alors, qu'est-ce que l'on dit ? On dit, oui, on a encore des doutes sur cette liste. Comme on a aussi un bilan sur l'accord de Nouméa qui ne satisfait pas l'ensemble des populations. On a des manquements. Mais c'est une réalité. On ne refait pas l'histoire. Simplement, on vit avec l'histoire. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle étape, qui est l'étape de préparer 2018 et ce référendum sur l'accession à la pleine souveraineté. Philippe Michel, vous approuvez Oui, complètement. Non, mais que vient de nous dire Gérard Régnier? Il vient de nous dire qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la préparation de la suite. On ne va pas bloquer tout le processus parce qu'on a des doutes sur une fraction au demeurant résiduelle et insusceptible de changer le résultat. Parce que je rappelle que 1062 personnes, c'est 0,2% du corps électoral concerné. Et que même si on y ajoute, puisque le 4, c'est 1062 personnes, va être réglé, même si on y ajoute le reste, on n'est pas dans des proportions ou des échelles qui sont susceptibles intrinsèquement de fausser ou de frauder les résultats. Donc, à partir de là, les uns et les autres continuent de défendre leur position, mais se comportent en responsables. Responsable, ça veut dire on règle ce problème et on avance. Parce que ce que les Calédoniens attendent de nous, c'est de savoir ce qui va se passer
c'est de savoir d'abord qu'est-ce qu'on va leur demander précisément et quelles conséquences impliqueront leur choix en 2018 et qu'est-ce qui se passera après. Et il est grand temps de préparer cette échéance. Il est grand temps. Thierry Santa, est-ce que le dénouement, on va dire, du litige électoral provincial est une garantie ou en tout cas permet d'espérer qu'il n'y aura pas de nouveaux litiges, cette fois sur la constitution du corps électoral référendaire? Je pense notamment à la notion des intérêts matériels et moraux. Là, est-ce que l'état d'esprit est assez fort à cet instant-là pour qu'on puisse penser que ça se passe dans un dialogue consensuel? Alors, sur le sujet du corps électoral référendaire, la question est beaucoup plus simple, entre guillemets, puisque le gros problème qui avait été soulevé à un moment qui concernait l'inscription automatique d'un certain nombre donc, de Calédoniens a été réglé à l'occasion du comité des signataires du 5 juin et avec des démarches volontaires de la part de tous les partenaires lors de ce comité des signataires. Il reste une partie de la population qui ne sont donc pas nés en Nouvelle-Calédonie et qui par contre peuvent malgré tout participer à ce référendum tel que le prévoit l'accord de Nouméa et pour lesquels ils devront justifier le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Ces personnes-là, les groupes de travail qui se sont réunis à plusieurs reprises l'année dernière doivent finaliser ce dernier morceau, entre guillemets, de définition des centres d'intérêts matériels et moraux. Nous, notre objectif étant de trouver une définition la plus simple possible, de manière à ce qu'elle puisse être mise en œuvre et appliquée sans ambiguïté de la part des commissions administratives spéciales. D'autres demandent une définition un peu plus complexe, un peu plus proche de ce qui existe en matière administrative pour les personnes qui sont de passage en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on est encore dans cette petite discussion qui doit être finalisée normalement d'ici le mois de juin prochain, puisque à partir du mois de juin commenceront les révisions de la liste référendaire. Je rappelle, j'en profite aux Calédoniens, que depuis le 1er janvier de cette année, 2016, ils ont la possibilité, ceux qui ne sont pas inscrits automatiquement, encore une fois, ils ont la possibilité de demander leur inscription auprès de leur commune sur cette fameuse liste référendaire. C'est une période qui va du 1er janvier à mi-avril, et ensuite, à partir du mois de juin, je répète, la révision de cette liste sera menée, et pour cela, on doit avoir cette définition précise des CIMM. Gérard Régnier, au-delà de l'UC, le FLNKS, a-t-il l'intention... Quelles sont vos intentions? Quel est votre état d'esprit? Une définition des intérêts matériels et moraux la plus simple ou la plus minimaliste? Nous, c'est la plus simple, bien sûr. On a cessé de rappeler notre vision, et rapidement, si vous me permettez. Je vous permets. Très bien. Pour le FLNKS, c'était la population concernée, donc c'était accord de Matignon, accord de Nouméa, donc on restait dans cette notion de durablement établi. Lors de la discussion pour les accords de Nouméa, c'est Jacques Lafleur, donc au nom du RPCR, donc au nom de mes deux camarades qui sont à côté de moi, qui a précisé, qui a dit il faudra que les gens soient arrivés avant décembre 1994, qu'il faut au moins 20 ans pour que les gens puissent participer. Donc le RPCR a proposé une durée minimum de 20 ans. Donc ça, c'est l'idée. L'État, dans son écriture, parce que c'est bien une écriture qui a été proposée par l'État, a rajouté cette notion de CIMM, Centre des intérêts matériels et moraux, que nous avons accepté, aussi bien le RPCR que nous, au moment de la signature. Maintenant, on a beaucoup de mal à redemander, quand on redemande à l'État, de dire, mais vous avez voulu dire quoi en mettant les CIMM? Vous avez voulu prendre qui dedans? Donc nous, cette notion, elle est très complexe, parce qu'elle est d'ordre public, hein, c'est l'administration qui s'en sert. En droit privé, il n'y a pour l'instant aucune jurisprudence à ce niveau-là. Nous, ce qu'on connaît, c'est le droit international, hein, les peuples à s'autodéterminer, et cette notion de la Constitution, les populations concernées. Donc nous, on est sur une notion de durée, et celle que nous ont proposé mes deux camarades qui sont là par la voix de Jacques Lafleur du RPCR à l'époque, de 20 ans, est une bonne notion. Philippe Michel. Oui, bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en juin, on s'est mis d'accord pour que 90% des électeurs
concernés par la consultation référendaire puissent être inscrits automatiquement sans avoir à faire les démarches, ce qui est quand même un pas énorme, parce que vous imaginez la complexité des opérations si 140 000 Calédoniens avaient dû, à titre individuel, effectuer les démarches d'inscription pour pouvoir voter au référendum. Il nous reste à nous mettre d'accord sur un des sujets concernant l'inscription volontaire, ce coup-ci, des 10% restants, c'est la définition des CIMM. Nous nous situons tous, je crois, dans le même état d'esprit, qui est celui sans renoncer aux vérifications ou à la rigueur à laquelle on est astreint dans cette affaire, qui est de permettre la préparation de cette consultation de sortie dans les meilleures conditions possibles et rapidement, parce que je rappelle qu'on est en février-mars 2016 et que cette consultation, elle fera l'objet d'une convocation par décret au mois d'avril 2018. Donc, pour une tenue effective au plus tard en novembre 2018. Voilà, donc il est grand temps, là encore, de se préoccuper de ça et d'avancer sur le sujet. Alors l'autre avancée politique forte annoncée lors de ce comité des signataires, c'est la question de l'avenir institutionnel, avec la définition, en tout cas l'engagement à définir une méthode et un calendrier pour identifier ce que vous avez, vous, appelé les convergences sur les chantiers régaliens. Alors il y en a 7, ce sont ces mêmes sujets, la justice, la monnaie, qui ont fait l'objet d'informations par la mission, notamment Chris Nartmer, la mission élargie. Concrètement, Thierry Santa, vous avez consenti finalement à éclairer le référendum ? Alors, j'ai cru comprendre que le mot éclairer était un petit peu tabou en ce moment. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les Républicains ? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette recherche de convergence et donc de divergence ? Alors, moi, je souligne effectivement que la décision qui a été prise à Paris il y a 15 jours a d'abord un premier intérêt, c'est qu'elle a mis en exergue l'urgence de la situation. Tout le monde a convenu, le Premier ministre le premier dans sa déclaration liminaire, mais également toutes les déclarations qui ont suivi, que l'année 2016 était l'année sur laquelle beaucoup de choses pouvaient se faire, contrairement à 2017, qui sera une année électorale où chacun sera concentré sur d'autres objectifs. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même un élément fondamental. Je vous coupe là-dessus quand même, parce que je me dis que pour les lecteurs calédoniens, qui a à la fois, c'est vrai, cette échéance présidentielle de 2017 dont on parle, et qui a derrière, une échéance qui est le référendum, qui est l'avenir d'un pays, en quoi une échéance présidentielle bloque complètement. On a l'impression qu'on dit que ce sera une année blanche, une année neutre. Ça sera pas. En quoi les élus calédoniens ne peuvent pas travailler en 2017 ? On peut travailler entre nous, on continuera, et j'en suis convaincu, de discuter entre nous pendant l'année 2017, mais n'oublions pas qu'il y a un troisième partenaire, qui est l'État. Et quand je dis que l'année 2017 sera une année blanche, je pense surtout à ce fameux partenaire État, qui, qu'on le veuille ou pas, a son mot à dire, a son rôle à jouer dans le processus, et qui sera entièrement concentré sur ces fameuses échéances présidentielles et législatives de l'année prochaine. Ça ne nous empêchera pas, nous, même si une partie d'entre nous également sera concentrée sur ces échéances. Vous l'imaginez bien. Mais ça n'empêchera pas chacun de continuer à discuter. Ça reste paradoxal avec l'idée que aujourd'hui, il est admis dans le débat politique national que la Calédonie ne doit pas être un enjeu. Philippe Michel. Non mais, il faut être réaliste. Quand on a une année au plan national où nous avons des élections présidentielles en mai, des élections législatives en juin et des élections sénatoriales en septembre, il faut quand même se préparer à la possibilité que nos interlocuteurs de l'État, premièrement, changent et deuxièmement, ne soient pas totalement disponibles pour traiter les problématiques du dossier calédonien. Et donc, il vaut mieux anticiper, c'est ça que ça veut dire tout simplement, il vaut mieux anticiper un risque donc de changement, de mobilisation sur des enjeux électoraux et utiliser l'année 2016 au maximum pour avancer autant qu'on peut. Alors Thierry Santa, je vous ai coupé. Donc 2016, ces convergences, vous êtes donné, on va dire jusqu'à octobre, mais finalement un petit peu avant pour les définir. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez en quoi va consister ce travail ? Alors je disais, nous on est complètement satisfaits de cette décision puisque c'est à notre sens une première étape dans le processus que l'on souhaite, que l'on demande depuis longtemps maintenant, qui consiste à mettre tout le monde autour de la table et à discuter d'une nouvelle solution
je ne vais pas prononcer le mot, en tout cas d'un nouveau contrat social, je vais dire ça comme ça. Solution consensuelle. Ouais, il y a quelques mots qu'il faut éviter, semble-t-il, éclairer et autres, enfin je plaisante. Une nouvelle solution, donc l'objectif c'est de bien mettre tout le monde autour de la table et de commencer à discuter de ce qui nous rapproche et sur les points sur lesquels on a d'ores et déjà un consensus entre nous. Ça veut dire que parallèlement, on va aussi définir les points sur lesquels il n'y a pas de consensus. On a donc des désaccords et donc ça sera sur ces points-là où il faudra peut-être certainement approfondir les discussions pour arriver à la solution finale que nous espérons à cette nouvelle organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie qui maintienne la Nouvelle-Calédonie dans la France, bien sûr, en ce qui nous concerne. J'ai peut-être pas besoin de le répéter. Gérard Régnier, on a coutume d'entendre, notamment de la part du député Philippe Gomez, que si on fait ce travail, on va s'apercevoir que finalement 90% des sujets nous rassemblent les partenaires calédoniens. Est-ce que vous partagez ce constat, ou en tout cas... Je ne le partage pas, parce que je l'avais déjà dit avant lui. Donc, mais c'est essentiel. Je crois que Thierry Santa, qui est là, peut le dire. J'ai été longtemps conseiller municipal au Mont-d'Or. Et donc, forcément, l'intérêt des populations prime avant tout. Et c'est là qu'on retrouve ces convergences. C'est là qu'on doit prendre l'intérêt général par rapport à des postures ou à des choses. Alors, sur la méthode qui a été arrêtée, on est très content, et on vient de l'entendre par la bouche du président du Congrès, qu'ils vont venir nous rejoindre autour de cette table. Parce que pour l'instant, nous étions déjà à la table. Nous étions déjà présents. Il nous manquait les Républicains qui n'étaient pas autour de cette table. Donc on va pouvoir voir nos convergences et nos divergences autour de cette table. Donc c'est important. Maintenant, sur cette mission d'experts, elle est quand même un peu plus formelle que ce que vous avez dit. Elle a permis de regarder quand même les périmètres, de regarder l'importance de ces compétences, les financements, de donner une information élémentaire. Et d'aller même au-delà, c'est-à-dire de regarder ce qui est possible de faire, ce qui est possible d'évoluer, que ça soit sur deux hypothèses, je vais les résumer comme ça, l'accession à la pleine souveraineté et de l'autre côté, le maintien au sein de la République. Les experts ont travaillé sur ces deux hypothèses. Véritablement, ils ont été jusqu'à ce point-là, puisqu'il y a eu des exemples qui ont été donnés, que ça soit sur les îles Cook, que ça soit sur Monaco, que ça soit sur Andorre. Donc, il y a eu des exemples qui ont été matérialisés. On a même eu à un moment une personne qui est venue des Mariannes, des îles Mariannes, et donc qui a expliqué comment ils vivaient, eux, leur partenariat, tout en étant indépendants, leur partenariat qu'ils avaient avec les États-Unis. Et donc, on a eu, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette ouverture d'esprit et cette démarche qu'on doit avoir à l'intérieur de ce débat, d'entendre, d'écouter et surtout d'ouvrir cette vision. Après, il nous faut revenir sur nous-mêmes, et c'est peut-être là que l'année 2017 va être importante pour nous les Calédoniens, l'intérêt des populations, notre histoire, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on est prêt à continuer à partager, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à partager. Et là, peut-être que 2017, justement, pour ne pas tomber dans les jeux électoraux, le signataire président Rocco Amitan l'a dit en ouverture du comité des signataires, il faudra faire très attention de ne pas être instrumentalisé dans le débat, parce qu'on a connu ça à d'autres moments, on a connu ça et c'est resté dans la mémoire de chacun d'entre nous, et donc il ne nous faut pas retomber dans ces travers. Et peut-être que 2017, ça sera l'occasion pour nous, au-delà des confrontations politiques nationales, de dire, nous, qu'est-ce qu'on veut continuer à partager, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Cette méthode sur l'avenir institutionnel ne fait pas, là encore, l'unanimité. Quelques voix se sont élevées, ce sont les mêmes. Je voudrais qu'on entende Sylvain Pabouty, le leader de la Dynamique Unitaire Sud, qui dénonce, lui, finalement, un arrangement pour éviter le référendum. On l'écoute. On nous dit qu'on n'est pas d'accord pour aller vers un troisième accord ou à une solution consensuelle, mais en même temps, on signe un relevé de conclusion qui, effectivement, par le biais de la recherche des convergences et de divergences, nous fait dire que c'est bien dans le but de chercher une solution consensuelle. Et donc, nous disons qu'il y a un langage qui est pratiqué à ce niveau-là. Philippe Michel, qu'avez-vous à répondre à Sylvain Pabouty et peut-être à d'autres Calédoniens qui se posent la question, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de négocier malgré tout ? Mais non, mais ce que j'ai à répondre, c'est qu'il faut être cohérent avec nous-mêmes.
Nous avons tous ensemble, et à ce moment-là, j'ai jamais entendu qui que ce soit le critiquer, missionné 2 experts, en l'occurrence Monsieur Courcial et Monsieur Melin-Soukramagnin, il y a 3 ans maintenant, pour nous mener une étude juridique sur les différentes évolutions institutionnelles possibles de la Nouvelle-Calédonie. Et ils ont rendu un rapport qui a été adopté et approuvé par le comité des signataires de 2014, si j'ai bonne mémoire. À savoir pleine souveraineté, État associé, autonomie élargie ou statu quo. Dans le prolongement de ce premier travail d'étude, nous avons tous ensemble, de nouveau, décidé d'organiser une mission d'écoute et de conseil, c'était son nom, autour de 5 experts, Chris Nart, Merle, Dassonville, Lombrière et Fraisse, pour exposer aux différents groupes politiques quelle est la palette de solutions possibles dans l'exercice des compétences régaliennes. C'est là, par thématique. Voilà, par thématique, monnaie, défense, crédit, etc. Comment convaincre que la recherche des convergences n'est pas une négociation? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait donc 4 ans que tous ensemble, d'accord, nous examinons la problématique sous tous ses angles politiques, ses angles juridiques, ses angles économiques ou financiers et ses angles techniques. Qu'est-ce qu'on a décidé au dernier comité des signataires? On a décidé que maintenant qu'on avait rassemblé tous les matériaux et eu toutes les contributions possibles, il était temps que nous, les partis politiques calédoniens, on se positionne face à nos électeurs sur les hypothèses d'évolution qui nous paraissent souhaitables, parce que comme l'a souligné Gérard Régnier tout à l'heure, entre le « on ne change rien » et le « on accède » à l'indépendance totale, eh ben, ces travaux nous ont montré qu'il existe des solutions intermédiaires, d'ailleurs pratiquées par un certain nombre d'États dans la région, sur lesquelles il serait peut-être important qu'on se penche. Et donc, il s'agit en réalité non pas de préparer un accord pour éluder le référendum, il s'agit de préparer l'après-référendum. Et au passage, pardonnez-moi le terme, d'éclairer le choix des Calédoniens à l'occasion de ce référendum. Je ne vois pas là de démarche de reniement par rapport aux engagements ou aux décisions qui ont été prises par le passé. Et au demeurant, j'observe que c'est ce que les Calédoniens attendent de nous. Parce qu'on peut tous continuer de sauter partout en disant pour les uns indépendance, indépendance, ou pour les autres maintien dans la France, mais il faudrait peut-être expliquer précisément à nos compatriotes ce que ça signifie. De la même façon, Thierry Sonta, on se demande comment concrètement ça va se passer, cette recherche de convergence, quand on prend des sujets tels que la justice ou par exemple la nationalité. De quoi il s'agit? Il s'agit de dire moi je suis un tel et pour la double nationalité, un tel. Voilà. Comment vous allez concrètement procéder à le document final? À quoi va-t-il ressembler? Alors, peut-être avant de répondre à votre question, juste rebondir un peu sur l'observation que Gérard a faite tout à l'heure, où les Républicains, effectivement, au début de la mission... Rapidement. Très rapidement, Chris Nart, Merle, avait été nommé par le Premier ministre, avait évité de participer à ces discussions, parce qu'on considérait qu'elle était très dirigée, très partisane. Et l'affaire du corps électoral nous avait encore plus inquiétés et qui a suivi tout de suite derrière par rapport à l'inscription automatique des Calédoniens dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça a fait que pendant un moment, effectivement, on s'est tenu à l'écart. On avait le sentiment que la discussion tournait davantage dans une optique future de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et vous le savez, les Républicains et le Rassemblement en particulier que je représente aujourd'hui a toujours été opposé à toute discussion, quelle qu'elle soit, dans une logique d'indépendance. Pour la simple et bonne raison, plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord on connaît la majorité, ce que souhaite la majorité des Calédoniens, très rapidement. Très rapidement. La deuxième raison, c'est que on considère que c'est dangereux de mettre à nouveau dos à dos la population calédonienne et de hélas, engendrer certainement une radicalisation des positions des uns et des autres. Et c'est la troisième raison, c'est-à-dire que si on va dans une logique où chacun reste sur sa position définitive, soit de l'indépendance, soit du maintien de la Calédonie dans la France, en se disant on va se mettre autour de la table et puis on va discuter de l'une ou l'autre solution, mais comment vous pouvez imaginer qu'on va rapprocher nos visions? C'est pas possible si dès le départ on ne sait pas quel est l'objectif que nous souhaitons atteindre. Comment voulez-vous
qu'on arrive petit à petit à trouver des points de convergence véritablement jusqu'au bout. Ces points de convergence, comment concrètement, en quoi va consister ce travail? Les questions sont très concrètes, j'en ai donné quelques-unes. La nationalité, on a une qui parle à tout le monde. On a la question de la monnaie. Est-ce qu'on va finir par prendre l'euro? Est-ce qu'on s'accroche au franc CFP, quelle que soit l'issue? Comment vous, les partis politiques, les formations politiques, vous allez maintenant travailler? Sur la question de la monnaie, par exemple, pour être très concret et sans trahir des grands secrets, il y a effectivement 3 options possibles qui sont posées sur la table. La première, c'est le passage à l'euro, qui, pour des raisons politiques, n'est évidemment pas... évidemment pas, en tout cas du côté des formations indépendantistes... envisageable. Voilà. Il y a la position... non pas du passage à l'euro, mais d'une monnaie locale avec une parité fixe par rapport à l'euro, qui est une deuxième solution. Et puis il y en a une troisième, qui est une nouvelle monnaie, avec une parité établie sur un panier de monnaie du Pacifique ou quelque chose comme ça. Ces 3 options ont été posées très clairement par les experts dans l'une des séances qu'on a eues avec eux. Et les partis politiques vont être amenés à se positionner sur ce sujet. De la même manière que sur la défense, la question va être, est-ce qu'on veut une armée et pourquoi faire? Et en a-t-on les moyens, par exemple? Donc voilà, ce sont des sujets très concrets sur lesquels on est susceptible, me semble-t-il, de trouver des convergences parce que, comme l'a souligné Gérard Régnier tout à l'heure, ce qui doit primer... Il y a 2 éléments qui doivent primer dans ces discussions. Le premier, c'est la notion d'intérêt général, c'est-à-dire les besoins de nos populations. Puis le deuxième, c'est le réalisme par rapport à nos capacités techniques, financières, juridiques, etc. L'étroitesse du territoire, etc. Thierry Santa, rapidement. Oui, juste une petite précision. L'intérêt des travaux quand même, qui ont été menés par la mission élargie Christ-Nart-Merne a abouti, et c'est la présentation qui nous a été faite à Paris, sur le constat que finalement, indépendant ou pas indépendant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter et sur lesquels on peut trouver des points de convergence, justement. Pour prendre l'exemple de la monnaie, tous les cas de figure qu'a évoqué M. Michel peuvent se faire en étant... Dans les deux statuts. Dans les 2 statuts, en étant indépendant ou en étant encore une Nouvelle-Calédonie dans la France. Quel que soit le statut, les 3 options qui ont été évoquées sont possibles. Et donc, c'est souvent ce genre de situation, pour même les autres compétences régaliennes, qu'on a pu constater dans les discussions qui ont déjà eu lieu. Gérard Régnier, on va avancer, il nous reste vraiment quelques minutes sur cette méthode. On l'a compris, mais globalement, notamment l'UC, 2014, c'était une année de forte défiance vis-à-vis de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, cette confiance est retrouvée? Est-ce que pour vous, on est aujourd'hui, avec le 3e partenaire, sur un chemin plus fluide jusqu'à 2018 ? Avant de répondre à cette question, si vous me permettez, je voulais parler d'un secteur qui est une compétence régalienne, dont on a beaucoup parlé au comité des signataires, sans véritablement apporter de solution. La sécurité, l'ordre public, les libertés publiques. Mais ça, je dis, nous devrions nous accaparer de ce dossier. Aujourd'hui, nous sommes compétents dans différentes matières qui jouent un rôle important dans l'ordre public. Pas simplement la répression, mais comment on amène une société qui est plus égalitaire, qui permet de prendre en compte les différentes personnes. Moi, je dis sur ce sujet-là, il faut se mettre dans une hypothèse où c'est nous qui avons cette compétence d'ordre public, de sécurité. Quel que soit le statut, quand vous dites c'est nous, que ce soit qu'on reste dans la France. Nous, les Calédoniens. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement de dire c'est où nous ne sommes pas bons, c'est où nous avons failli, où nous n'avons pas été assez loin dans la réflexion. Et à partir de là, on va dire, mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est la paix sociale, c'est l'entente entre les populations. Donc c'est casser cette démarche, d'impression d'insécurité, de délinquance, etc., etc. Mais si on prend la réflexion comme ça, vous allez voir qu'on est capable de faire les choses. Moi, l'exemple que je prends souvent aussi, c'est la sécurité civile. Il y a 15 ans, quand on a commencé à parler de sécurité civile, ça y est, c'était la fin du monde pour les Calédoniens. On allait regarder comment on s'est accaparé du dossier, regarder comment on traite mieux les sujets, comment on fait face aux sujets. Et c'est vrai qu'après, il y a des problèmes financiers, etc. C'est pour ça que nous sommes pour une réforme fiscale, pour prendre aussi en compte la capacité de répondre aux besoins et aux attentes. Une fois que j'ai dit ça, je dis l'exemple, il est bon, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et je pense qu'on va trouver. À partir de là, les indépendantistes que nous sommes, nous ne voulons pas vivre dans l'insécurité.
Nous voulons une paix sociale, mais bien sûr, nous voulons pouvoir vivre correctement. Et forcément, à partir de là, on peut bâtir des choses. Maintenant, sur la question de la défiance avec l'État. Est-ce qu'il y a défiance, est-ce qu'il y avait défiance ou pas envers l'État? Vous savez, l'État, c'est aussi l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de la France au niveau du monde, au niveau international. Et donc, forcément, nous qui sommes indépendantistes, nous avons su en jouer. C'est ce qui a valu la réinscription du pays sur la liste des pays à décoloniser. Nous avons su, à chaque fois, faire évoluer les choses. Alors après, c'est cette capacité d'être pris en compte par l'État. Et c'est vrai que le boycott de 2014 du comité des signataires, ça a été inscrit d'ailleurs de la part de Manuel Valls, c'est de dire je ne peux pas laisser l'Union calédonienne en dehors du comité des signataires, je suis obligé de faire une démarche. Ce qui a valu une réaction de tout le monde, puisque d'ailleurs la délégation avait été reçue par François Hollande à l'époque. Mais on comprend l'intérêt de l'État. Et là aussi, dans ces discussions qu'on a autour de cette table, avec l'État, on leur pose la question, quel est l'intérêt de la France lorsque le pays sera devenu souverain? Est-ce que l'intérêt de la France et l'intérêt des Calédoniens, l'intérêt du pays souverain, peut être quelque chose qu'on peut cumuler, qu'on peut au contraire renforcer? Mais c'est la question qu'on pose à l'État. Parce que dedans, on sait par l'histoire, les essais nucléaires en Polynésie française ont fait subir beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie, dont la colonie de peuplement qui avait été arrêtée par Pierre Messmer en 1972. Toute dernière question, elle s'adresse essentiellement aux non-indépendantistes, Philippe Michel et Thierry Santa. Est-ce que cet esprit d'apaisement constructif peut passer les affres de la vie quotidienne politique? On pense bien sûr, Gérard Régnier l'a abordé, il y a une réforme fiscale qui se profile, il y a la question du nickel avec de fortes divergences, il y a des questions beaucoup plus politiciennes, je pense à la commission Prony-Pernot qui doit se terminer, on pense aux questions des collaborateurs. Concrètement, l'engagement vis-à-vis des Calédoniens, il va jusqu'où? Philippe Michel. Elle peut et elle doit. Elle peut et elle doit. Je ne vois pas comment nous pourrions, indépendantistes ou non indépendantistes, et au sein de chaque famille, chez les indépendantistes et chez les non-indépendantistes, traiter des sujets aussi lourds que ceux qu'on est en train d'évoquer, en passant notre temps par ailleurs à se battre jusqu'à la mort sur des sujets qui sont plus secondaires, en tout cas par rapport aux enjeux d'avenir. Voilà, donc il faut savoir faire la part des choses. On a tous notre sensibilité, nos positionnements, notre histoire sur 1001 sujets, que ce soit la fiscalité, le développement économique, l'industrie nickel, etc., etc. Mais il faut faire en sorte que nos divergences sur ces sujets n'obèrent pas notre capacité à nous entendre sur la définition de l'avenir. Thierry Santa, je rappelle en plus que vous êtes président du Congrès, vous allez donc gérer les débats qui arrivent. Et qui ont été parfois un peu houleux l'année dernière, effectivement. L'objectif, et là je rejoins complètement ce que vient de dire Philippe Michel, on est aujourd'hui dans une période tellement sensible et tellement importante pour l'avenir de la Calédonie. Peut-être qu'une des solutions, c'est d'essayer d'éviter les sujets qui fâchent. Je crois que c'est peut-être une façon de faire aussi. Et puis, par contre, ceux qu'on ne peut pas éviter, je pense au nickel en particulier, puisqu'à la fois, il faut qu'on règle l'urgence de la situation aujourd'hui, mais il faudra d'ores et déjà qu'on commence à discuter, puisque les choses sont intimement liées entre le sujet du nickel et l'avenir institutionnel. Donc, il faudra qu'on discute de la stratégie nickel à venir. Donc, ça sera un sujet lourd, mais je crois que chacun aujourd'hui a pris conscience qu'on ne pourra pas aboutir à quelque chose de bon pour la Calédonie si on ne fait pas les efforts suffisants les uns vers les autres et qu'on arrive à se mettre un minimum d'accord sur ces sujets aussi importants. Et ce sera le mot de la fin. Au cœur du débat est donc terminé. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée sur nos ondes dimanche à 17h et prochainement disponible sur notre site internet, le site de la Première. Belle après-midi en notre compagnie. Restez branchés. C'est musique tout de suite.